Un podcast France Culture. Mécanique du vivant, 2e saison. Le requin, par Marc Mortelmans. Si je vous dis requin, quelle est votre première réaction ? Quelle image vous vient en premier ? Des dents ? Une couronne de dents ? Un aileron ? Une célèbre musique de film ? Pourtant, cette peur n'est pas rationnelle. Je vous laisse juge. Comment avoir peur du sagre elfe ou requin lanterne nain, la plus petite espèce de requin qui ne fait que 17 à 22 cm la taille d'une main ? Loin de l'image catastrophique et terrifiante des dents de la mer, saviez-vous qu'il existe des requins qui sont à moitié végétariens ? C'est le cas du requin-marteau Tiburon. On a découvert en 2018 que la moitié de son estomac était remplie d'herbes marines qu'il semble digérer parfaitement. Certaines espèces vous étonneraient encore plus. Je pense au requin chabot, capable de marcher hors de l'eau, en apnée, à la façon d'un Charlie Chaplin. Tandis que son cousin, le requin lanterne ninja, brille dans le noir, apparemment pour communiquer. Vous voyez que les requins sont très divers et très loin d'être tous de vicieux mangeurs d'humains. De fait, il n'y a que 3 ou 4 espèces dangereuses sur les 540 espèces connues. Et pourtant, la plupart des espèces disparaissent dans l'indifférence générale. L'enjeu de cette série est d'abord d'expliquer comment et pourquoi les requins, comme leurs cousines les raies, disparaissent. Ils sont éradiqués bien plus vite que beaucoup d'animaux plus médiatiques comme les baleines ou les ours blancs. En moins d'un siècle, les 4/5 des populations de requins ont déjà disparu. Pourtant, ces animaux sont essentiels à la vie et à l'équilibre des océans, mais aussi, plus prosaïquement, à la bonne santé économique des pêcheries, des activités humaines et même au climat, comme nous le verrons dans le 3e épisode de cette série. La famille des requins, très ancienne, a survécu aux 5 plus grandes extinctions de masse. Comment expliquer leur disparition actuelle ? C'est la première partie de cette nouvelle série en 4 épisodes de Mécanique du vivant. Je m'appelle Marc Mortelmans et je suis passionné par le monde vivant. Pendant 15 ans, j'ai travaillé comme professeur de plongée, puis comme guide d'expédition, de la mer Rouge à la cordillère des Andes, des Galapagos au Mozambique, du Népal au coin d'une rue parisienne. Avec mes invités, nous partageons des pépites de connaissances dans Mécanique du vivant, une collection pour comprendre le subtil rôle des espèces dans leur milieu, leur stratégie de vie, les secrets de leur adaptation et les dangers qui les menacent. Premier épisode, Requiem pour les requins. Les requins sont en train de disparaître, dans l'indifférence en plus. Selon un rapport publié en 2021 par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, près de 2/3 des 540 espèces connues sont menacées. C'est-à-dire que les effectifs chutent. Et un gros tiers des espèces n'existera plus d'ici 2050, si l'extermination continue à ce rythme. Le pourquoi de cette disparition est clair. Les requins sont surpêchés et victimes de la pêche accessoire, c'est-à-dire pris sans être ciblés. On estime, mais c'est aussi difficile à établir qu'à vérifier, qu'autour de 100 millions de requins sont tués chaque année. À l'instar de la célèbre formule « tout est bon dans le cochon », tout est bien dans le requin. Mais surtout, aujourd'hui, les requins sont massacrés pour leur viande, leur cartilage et très iconiquement pour leurs ailerons. Une soupe de ces ailerons se menait autour de 100 $ en Chine. C'est un plat d'apparat servi dans les grandes occasions comme les mariages par exemple. Il faut savoir que le kilo d'aileron de requin se vend actuellement aux alentours de 700 €. On comprend bien que ça aiguise les appétits des pêcheurs et des braconniers partout dans le monde. Pour obtenir ces ailerons, les pêcheurs et les braconniers ont recours à une méthode particulièrement cruelle. Le finning, un mot qui vient de l'anglais fin qui signifie aileron, et on dit aileronnage en bon français. Cette pratique consiste à leur couper à vif les ailerons et à les rejeter vivants à l'eau, où ils finissent par se noyer dans d'atroces et interminables souffrances. Le finning, c'est tuer des requins pour vendre un pourcentage infime de leur corps. Nous en sommes là.
Plus de 85 pays exportent des ailerons séchés pour être envoyés vers le marché chinois et asiatique. Comment sont-ils capturés, ces requins ? Pour nous en parler, j'ai contacté le chercheur et vétérinaire Éric Cluat, qui plonge depuis qu'il est enfant et qui travaille sur les requins depuis 2005. Il étudie leur rôle au sein des écosystèmes et leurs interactions avec l'homme. Éric est basé au laboratoire Criob de Moorea, en Polynésie. Le vrai problème aujourd'hui, en termes de pêche, ce sont les palangres. Ce sont les palangres hauturières, c'est-à-dire qui sont donc mises à l'eau au large, en général dans les eaux internationales. Et quand on parle de palangres, c'est parfois des centaines de kilomètres avec des milliers d'hameçons, donc qui sont immergés. Et bien évidemment, les pêcheurs se défendent de vouloir pêcher des requins. D'ailleurs, on peut presque les croire là-dessus. Sauf que ces palangres, c'est quoi ? C'est simplement un bas de ligne avec un hameçon sur lequel on va mettre un appât. Et l'appât qu'on va mettre, ça va être le plus souvent, par exemple, un calmar. Alors évidemment, on met un calmar, pourquoi ? Parce que les thons se nourrissent de calmar. Mais malheureusement, les requins se nourrissent aussi de calmar. Donc, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait presque faire confiance aux pêcheurs quand ils disent « nous, on ne veut pas pêcher des requins », mais le gros problème, c'est qu'on les pêche quand même. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un grand paradoxe qu'il faut expliquer. Si les requins ont vaillamment survécu à toutes les grandes extinctions de masse, pourquoi la 6e, celle qu'on vit actuellement, enclenchée par les activités humaines et inédite par le rythme accéléré auquel disparaissent les espèces, leur serait-elle fatale ? Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui ? Les premiers ancêtres des requins sont apparus il y a environ 420 millions d'années. Si on ramène la vie des métazoaires, c'est-à-dire des animaux composés de plusieurs cellules, à une journée de 24 heures qui commencerait à minuit et qui terminerait à minuit, donc, les requins sont nés vers 7-8 heures le matin, ce qui est relativement tôt. Sachant que par ailleurs, les dinosaures, qu'on connaît pour la multiplicité donc, des films qu'on a eu là-dessus, ils auraient vécu entre 14 et 20 heures. Et si nous, on se pense sur notre cas d'Homo sapiens, selon qu'on considère qu'Homo sapiens a commencé à plonger sous l'eau dès qu'il a existé, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas, notre présence relève du centième, voire même millième de seconde, c'est-à-dire quasiment rien. Et donc, c'est Homo sapiens qui vient de venir au monde, il y a à peine quelques microsecondes, qui est en passe de faire disparaître de la planète cette famille d'animaux. Ce constat est un crève-cœur pour ceux qui étudient les requins, qui ont traversé le temps et les extinctions de masse jusqu'à aujourd'hui. En apparence, et en apparence seulement, cette famille a peu évolué, mais elle a bel et bien évolué. Voyons donc maintenant comment l'évolution a équipé les requins et surtout comment ça les a rendus si résistants au fil des millénaires. Pour commencer, il faut dire que nous n'avons pas de fossiles et donc pas d'image précise des ancêtres des requins. Pourquoi ? Parce que ces animaux, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas d'os. Ils ont des cartilages, ce qui les range dans la classe des poissons cartilagineux, alias les chondrichtiens dans le jargon scientifique, du grec chondros, cartilage, et ictus, poisson. Avec les raies et les étranges chimères des abysses, la classe des poissons cartilagineux ne compte que 1300 espèces en tout, dont 540 de requins, 800 de raies et une centaine de chimères. 1300 espèces, c'est très très peu, surtout comparé aux 35 000 espèces de poissons osseux, dits ostéictiens, la très majoritaire classe sœur. Certaines différences sont évidentes. Par exemple, les poissons osseux ont des nageoires souples et rayonnées. Les requins, quant à eux, ont des ailerons rigides, comme ceux d'un surf. Je vous parle aussi de cartilage, car ce matériau leur apporte beaucoup d'avantages. Déjà, ils sont moins lourds, et ils sont plus souples que les poissons osseux, par exemple. La plupart de ces poissons osseux possèdent en effet une poche de gaz appelée la vessie natatoire pour pouvoir ajuster leur flottabilité, pour ne pas couler. Ensuite, les requins ont un foie énorme et très gras, plein d'une huile appelée squalène, utilisée dans l'industrie cosmétique. Cette huile plus légère que l'eau contribue à porter les requins dans la colonne d'eau. Comme vous constatez, dans la mécanique du vivant, il y a toujours différentes manières de résoudre un même problème. Et dans le cas des requins, leur châssis léger optimise leur déplacement et leur efficacité. Si vous aviez nagé dans les océans primitifs, il y a 400 millions d'années,
la fameuse ère primaire, l'ère des poissons, vous auriez vu d'étonnantes formes de vie, qui auraient beaucoup inspiré les créateurs d'Avatar 2, par exemple. Et pendant ce temps-là, dans les océans, les terreurs ne sont pas les requins. C'étaient d'étranges poissons blindés, qu'on appelle les placodermes. Et ces chars d'assaut sous-marins mangeaient entre autres des requins, en tout cas leurs ancêtres cartilagineux. Mais l'évolution a mis son grain de sel dans cette histoire, et les premiers petits requins primitifs sont passés par d'étranges avatars. On peut retenir 3 célébrités. Le premier, c'est Clado Sélaké. Celui-là est souvent cité car c'est tout simplement le premier fossile connu d'ancêtre des requins. Il date de 370 millions d'années. C'était un minus de moins de 2 mètres de long. Il existe 2 autres espèces de requins préhistoriques beaucoup plus célèbres et beaucoup plus impressionnants. Le premier s'appelle Hélicoprion. Cette créature de 7 mètres avait une mâchoire déroulante en forme de scie circulaire. Les hasards de l'évolution créent parfois des espèces si étonnantes que les scientifiques pensent que c'est un canular. Bien plus tard, il y a seulement 23 millions d'années, notre dernière célébrité préhistorique entre en scène. C'est le mégalodon, dont le nom signifie « grande dent ». Lui, c'est tout simplement le plus grand requin de tous les temps. Les plus gros dépassaient 20 mètres pour près de 80 tonnes. La moitié du poids du plus gros et du plus lourd être vivant ayant jamais vécu sur la planète, qui est la baleine bleue et qui existe encore aujourd'hui. Pour certains scientifiques, un des facteurs de leur extinction aurait pu être l'apparition d'un autre superprédateur, les orques en l'occurrence, plus efficaces, notamment grâce à leur chasse groupée. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est exactement ce que je vous racontais sur l'efficacité des meutes de loups dans la première saison de Mécanique du vivant. Les temps sont durs pour les gros requins d'aujourd'hui aussi, car ce sont bien eux les plus menacés. Ceux qui vivent en haute mer, qu'on appelle les pélagiques, comme nous l'explique Éric Cluat. Les animaux, les espèces qui vont être les plus vulnérables sont en général ce qu'on appelle les prédateurs apicaux, c'est-à-dire ce sont les espèces qui vont être au sommet de la pyramide alimentaire. Et pourquoi ? Parce que la nature, quelque part, elle est bien faite, c'est-à-dire que ces espèces-là, elles vont en général vivre relativement vieux. Par exemple, le requin blanc, il va arriver jusqu'à 70-75 ans de longévité, mais ils vont se reproduire forcément très lentement, de façon à ce qu'il n'y ait pas des populations pléthoriques qui impacteraient leur proie. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des modalités différentes de se reproduire et que finalement c'est les requins de petite taille qui eux vont se reproduire par exemple de façon beaucoup plus efficace parce que eux-mêmes sont des proies d'autres requins. Ces espèces de petite taille, type la roussette par exemple, résistent beaucoup mieux à la pêche et sont en meilleure situation que les grands requins carnassiers ou carnivores comme le requin blanc. Les requins ne sont pas étudiés depuis longtemps. De fait, ils sont étudiés seulement depuis l'an 2000 et les chercheurs ont établi que les populations de requins déclinent rapidement à travers le monde. Depuis, les travaux se multiplient. Et près d'un quart de siècle plus tard, on se rend enfin compte que les requins ne sont pas ces tueurs fous, contrairement à l'image tenace des dents de la mer et de la culture populaire. Leur étonnante capacité à cicatriser, même à réparer leur propre ADN, leur résistance face au cancer fascine la recherche aujourd'hui, en plus des recherches sur leur biologie et leur comportement. C'est la fin de cet épisode où nous avons vu à quel point les requins, après avoir traversé le fond des âges, n'arrivent plus à faire face à l'hyperprédation humaine, en dépit de toutes leurs adaptations. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer un facteur aggravant de la disparition des requins. Leur talon d'Achille, en quelque sorte, c'est leur reproduction, qui est beaucoup moins efficace que celle des autres poissons. Pour le comprendre, nous irons faire connaissance avec les mamans requins et le requino, dont la lutte pour la vie commence souvent dans l'utérus. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. À bientôt.